La première conférence nationale souveraine, ayant pour objectif le retour au multipartisme en Afrique, est celle de Sao Tomé et Principe du 5 au 7 décembre 1989, 2 mois avant le Bénin. Au Zaïre, la contestation s'intensifie. En décembre 1992, des manifestations éclatent à Kinshasa et à Matadi contre la cherté de la vie et la rareté des produits de base. Le bilan est lourd, plusieurs morts et des blessés. L'opposition, UDPS, PDSC, UFR et diverses tendances lumumbistes exigent le départ immédiat de Mobutu, la formation d'un gouvernement d'union nationale, une conférence nationale et une enquête internationale sur les événements de Lubumbashi. Mobutu accepte l'idée d'une conférence nationale souveraine. Elle est officiellement convoquée le 11 avril 1991 avec pour mission d'analyser le passé, de tirer les leçons des dérives du régime et de jeter les bases de la Troisième République. Le 22 juillet, dans un geste d'apaisement, Mobutu propose à Étienne Tshisekedi de devenir Premier ministre. Mais la méfiance est trop grande, le climat reste tendu. La conférence s'ouvre le 7 août 1991 dans le Grand Palais du Peuple à Kinshasa. Elle réunit des centaines de délégués venus de toutes les provinces. Responsables politiques, figures de la société civile, représentants des églises, associations et syndicats. Le tout est retransmis en direct à la radio et à la télévision. Mobutu, lui, choisit de s'éloigner. Installé dans son palais de Guadeloupe, il laisse son premier ministre, Mulumba Lukoji, représenter le gouvernement. Mais, contre l'avis du chef de l'État, celui-ci accepte que la conférence soit déclarée souveraine, c'est-à-dire que ses décisions aient force de loi. Pour Mobutu, c'est un tournant. La rue, les partis politiques et désormais une assemblée représentative osent lui contester le monopole du pouvoir. Le 7 août 1991, la conférence nationale souveraine ouvre ses travaux au Palais du Peuple à Kinshasa. Elle doit durer 3 mois. À l'intérieur, l'ambiance est solennelle. À l'extérieur, elle est presque carnavalesque. Sur le parking, un certain Chimbombo, surnommé par dérision le gardien du trésor public, distribue des liasses de billets à ceux qui, à la dernière minute, acceptent de créer de petits partis favorables à Mobutu. Le maréchal a décidé de contrecarrer la conférence par tous les moyens. Mobutu accepte l'idée d'un gouvernement élargi, où l'opposition occuperait quelques postes, mais refuse catégoriquement un véritable partage du pouvoir. Il va même jusqu'à imposer lui-même le président de la conférence, Kalonji Mutambayi ou à Pasteur Kabongo. Résultat, les premières semaines s'enlisent dans des débats interminables sur la procédure, la composition des commissions et la légitimité des représentants. Mais très vite, la rue s'invite dans le processus. Le 23 septembre, plusieurs centaines de militaires, frustrés par le non-paiement de leurs soldes, déclenchent une mutinerie. À Kinshasa, les parachutistes de Njili se soulèvent, prennent d'assaut l'aéroport, puis marchent vers le centre-ville. Face à l'inaction des autorités, une seule figure tente de rétablir l'ordre, le général Mahalé, chef des renseignements militaires. Pendant ce temps, les ministres se réfugient à l'hôtel Intercontinental, sous la protection de quelques hommes fidèles à Mobutu, dont son fils Kongulu, surnommé Saddam Hussein. Là encore, Paris, Bruxelles et Washington sauvent malgré eux le régime de Mobutu. Mais le contexte a changé. La France utilise désormais sa présence comme moyen de pression. Le Quai d'Orsay exige du maréchal un geste politique. L'ambassadeur Henri Rétoré se fait médiateur. Dans son bureau, il invite l'opposition à s'entendre sur le nom d'un Premier ministre d'Union nationale. Le choix est unanime. Étienne Tshisekedi. À contre-cœur, Mobutu accepte. Après les pillages de septembre 1991, la conférence nationale souveraine reprend son cours. Cette fois, le